à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview de Artview. On se retrouve aujourd'hui ici avec Olivier de Sagazan dans son atelier à Saint-Nazaire. Bonjour Olivier, merci d'avoir accepté cette interview. Donc vous êtes actuellement en train de sculpter une tête à base d'argile. Voilà. Très Argile bien. et herbe principalement. Ok. Un peu de goudron et puis un peu de feu, etc. Ce qu'il faut pour tenter de donner la vie à la matière. Donc pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes à la base biologiste et vous êtes devenu d'abord peintre, puis sculpteur et performeur depuis plus de 30 ans actuellement. Votre performance Transfiguration a été présentée plus de 300 fois dans 25 pays différents. Et vous avez également travaillé avec Mylène Farmer pour le clip À l'ombre en 2012 ou Mario Sorrenti pour le thriller Discarnate en 2018 ou encore FK8 Wings pour l'Immersive Project Rooms en 2016. Et c'est une très jolie diversité de collaborations que voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte de collaborer avec autant de milieux différents, autant de personnes avec des objectifs différents? Chaque médium, c'est une position particulière par rapport au monde. Selon qu'on est peintre, on va travailler en 2 dimensions. Dès qu'on travaille avec la sculpture, on aborde de façon plus claire la 3e dimension. Quand on travaille avec des gens dans le cinéma, évidemment, là, en plus, il y a l'espace-temps qui intervient. Ouais. Et effectivement, à chaque fois, ça m'apprend. Là, je travaille avec Vic van de Kebus, qui est un chorégraphe belge. Et donc là, moi, j'ai vraiment découvert la chorégraphie et puis comment travailler avec une dizaine de danseurs, etc. Pareil avec Gareth Pug, qui lui est dans la mode, et Nick Knight, qui est un immense photographe aussi. Donc tout ça, c'est à chaque fois un nouveau regard sur le monde et une nouvelle manière de dire ce que je dis. En fait, je me répète depuis 30 ans, mais le fait d'utiliser les médiums différents permet justement d'avoir une approche différente. Et ça, c'est passionnant. Ouais, c'est ça, c'est qu'à chaque fois, vous voyez les choses sous un nouvel angle, entre guillemets. Et quand je fais ma performance transfiguration, par exemple, qui consiste en une déformation du visage avec de l'argile, je réalise dans ma tête une sculpture, une peinture. Mais comme je le fais sur moi, d'un seul coup, le sculpteur ou le peintre devient danseur. C'est de la danse. Et donc là, il y a une ellipse assez intéressante, ce passage de la peinture-sculpture à la performance. C'est vraiment on comprend tout d'un coup comment on passe de la peinture à la danse. Et puis, le fait de travailler sur son propre corps, etc., ça aussi, ça produit, ça crée perception des choses très différentes. Ouais, c'est ça, je pense que c'est une sorte de recul qu'on peut avoir sur son corps et ce qu'on peut en faire, sûrement. Voilà, et puis ça fait réfléchir à des questions fondamentales. Par exemple, quand je me recouvre d'argile, il y a un moment donné où mon corps devient une sorte de marionnette, mais il reste que c'est quand même encore mon corps qui est le marionnettiste et qui le transforme. Donc là, il y a une question d'une forme d'écrasement ou de mise en perspective de cet aspect marionnettiste et marionnette qu'on a tous. Et en tant que biologiste, ça c'est une question qui ne cesse de me hanter, puisque je sais qu'en quelque façon je suis programmé génétiquement, et que je réponds à des pulsions qui ont été programmées dans mon ADN, etc. Que malgré tout, j'en ai une forme de conscience. Alors est-ce que cette conscience est un leurre? Est-ce que la liberté est un leurre? Enfin, toutes ces questions-là se posent immédiatement aussi quand on est dans ce travail. Ok. Bon, très intéressant ce point de vue. Donc on va commencer par votre jeunesse, si vous êtes d'accord. Donc vous avez grandi en Afrique, si je ne me trompe pas. Oui, malheureusement j'en ai aucun souvenir, parce que je suis parti à l'âge de 3 ans. D'accord. Donc, même si l'Afrique me hante et elle est omniprésente dans mon travail, Ouais. et que j'ai eu la chance d'y retourner pour faire ma coopération à l'époque où on faisait le service militaire. J'ai passé 2 ans au Cameroun, et ça a été un moment incroyable quand vous venez de passer 3 ans, 4 ans, le cul sur un siège à l'université, être uniquement dans comme ça un travail mental, tout d'un coup se retrouver petit blanc perdu dans la forêt au Cameroun, à partir avec des chasseurs ici ou là, face à un monde que vous ne connaissez pas, c'est enthousiasmant. Et je suis ravi parce que là, dans 2 semaines, je repars au Cameroun pour refaire un périple de performance et de workshop. Et je vais passer par ces mêmes endroits, donc ça va être très émouvant. Et refaire ma performance dans un petit village perdu en pleine forêt,
il va se passer quelque chose, à mon avis, d'intéressant. J'y vais avec un caméraman qui va surtout filmer la réaction des Camerounais, parce qu'à mon avis, ça devrait être assez amusant. Ouais, ça va être... Sociologiquement, etc., de voir leur réaction face à ce blanc qui, tout d'un coup, convoque les esprits et rentre dans un état à moitié de transe. Enfin, ça va certainement leur parler, leur faire peut-être un peu peur, je ne sais pas comment ils vont agir, ou alors au contraire, ça va les faire rigoler. Je sais pas. Donc vous avez fait en fait tout le cursus biologique et après vous avez été directement du coup au Cameroun. Voilà, au Cameroun où j'étais prof de bio de seconde en terminale pendant 2 ans. Et puis ça m'a permis de prendre un petit recul. Et avant de partir, j'ai découvert un certain Rembrandt à Amsterdam, peintre fantastique. Et quand j'ai vu ce mec-là et que j'étais face à ces tableaux, je me suis dit finalement ce type-là a complètement compris ce que c'est que la vie. Il y a d'autres manières d'appréhender le vivant que par la biologie. Et en plus, ce qui était enthousiasmant, c'est qu'il y a forcément dans un peintre qui vous représente une dissection, par exemple, la fameuse dissection du professeur Tulpe, il y a une vision globale, synthétique du monde et du corps. Alors qu'en biologie, comme vous l'apprendrez, on est très rapidement à rentrer dans des choses extrêmement précises. Et j'avais comme ça une de mes copines qui faisait une thèse sur la régulation du nitrate chez le chou-fleur pendant 4 ans, elle bosse là-dessus. Donc il faut quand même avoir une certaine dextérité. Et puis oublier la question synthétique et globale et philosophique de l'approche du vivant. On est dans quelque chose de tellement précis et technique que c'est quand même très rude. Ça demande une modestie énorme, chose que sans doute je n'avais pas. Et moi j'avais envie carrément de me lancer mon corps dans la bataille et pouvoir me battre avec d'autres corps. D'accord, ok. C'est à quel moment que vous vous êtes dirigé dans l'art ? Justement, le fait de passer 2 années après mes études en Cameroun, d'un seul coup, ça vous fait prendre de la distance par rapport à votre famille, par rapport à votre enseignement, etc. Et vous vous dites, bon, voilà, tout est tout d'un coup mis à distance et vous commencez à peser le pour et le contre. Je vais être biologiste, donc ceci, cela, etc. Et en fait, j'ai été fasciné par Rembrandt. Et là, j'ai commencé à peindre beaucoup. En Cameroun déjà un petit peu et à me dire oui c'est trop fascinant, je vais tenter ça en rentrant. Et voilà, je me suis lancé en rentrant, alors j'ai fait 1000 et un peu de trucs, d'abord pendant 1 an une bande dessinée, puis après ça ne marchait pas donc j'ai commencé à faire de la pub et puis après des portraits, et puis après des trucs et puis petit à petit de mon côté je faisais mes recherches personnelles et puis finalement chance merveilleuse, ça a fini par éclore et trouver un écho dans le public. Donc, ouais, et puis un bel écho. Je peux faire que ce qui m'intéresse. Un grand merci à la vie. Ouais, voilà, c'est ça. C'est quand même un bel avantage de pouvoir faire ce qu'on aime et ce qui nous tient à cœur profondément. En se disant, chouette, je vais avancer sur ma tête ou sur mon bonhomme ou sur... là, je pars à tel endroit pour danser avec tel et tel chorégraphe. Donc, c'est fantastique. Ouais, c'est fantastique. Puis, enfin, voilà, on en parlait au début de l'interview, vous avez quand même une énorme diversité déjà. Le fait d'être peintre, sculpteur, performeur, ça induit déjà beaucoup de diversité. Et puis, vous la continuez avec toutes les collaborations que vous pouvez faire. Donc, c'est vraiment très, très complet comme univers. Et donc, vos inspirations, j'imagine que ça a été Rembrandt, premièrement. Est-ce que vous en avez eu d'autres ? Après, dans la peinture, bien sûr, ça va à Francis Bacon. Et puis... après, il y a plein d'autres choses. Il y a le fait d'aborder la question du spectacle vivant. Artaud, pour moi, était une révélation, parce que ce type-là, tout d'un coup, nous fait comprendre que ce qui est important, c'est de faire monter la vie sur scène, et pas être seulement dans un texte, etc. Et donc, réflexion sur la spontanéité, sur le hasard, sur des choses comme ça. Après, je découvre aussi dans la foulée... Beckett, avec l'Innommable de Beckett, qui pour moi est une révélation, puisque ce bonhomme, avec l'Innommable, écrit quelque chose qui est une interrogation sur la façon dont notre cerveau s'auto-appréhende à partir de mots qui le constituent. Et il dit ceci, j'ai à parler n'ayant rien à dire, rien que les paroles des autres. Ils m'ont gonflé de leurs mots, comme un ballon, j'ai beau me vider, c'est toujours eux que j'entends. Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Je suis en train de me le demander. Et puis voilà, il continue comme ça. Et là, prochainement, je suis sur la création d'une nouvelle performance. Donc, le titre provisoire, c'est Respire, et qui est un peu basé là-dessus. C'est-à-dire que je vais me retrouver dans un grand tube à essai, à courir,
Donc on va vraiment réunir justement la science et l'art, puisque je vais être avec des capteurs sonores, où on va entendre mon cœur, on va entendre mes articulations, ma course. Je vais avoir des senseurs cardiaques, donc on va voir sur un écran en énorme mon électrocardiogramme. Je vais avoir aussi des senseurs sur mon crâne, donc on verra mes courbes alpha, etc. Et donc ce personnage-là, qui va être une sorte d'acteur-performeur, aura en même temps, en direct, des tas de courbes physiologiques. Et ça va être une manière de montrer cette corrélation entre le physiologique et l'affectif, et le psychologique. Et puis ce personnage-là va se mettre à courir et il va lancer des mots. Il va lancer des mots et il va dire coquelicot, chèvre, cabanon, trouver, gendarme, robinet, descendre, pieuvre, sentir, comprendre, essayer, charrue, tomber, ciel, nain, jaune, taxi, traverser mur, voilà, des mots qui arrivent comme ça. Et il va s'interroger, comme je m'interroge en vous le disant, d'où viennent ces mots? Pourquoi taxi jaune? Pourquoi robinet? Pourquoi C'est pas moi qui les ai fait venir, ils sont venus par eux-mêmes. Donc les mots arrivent par eux-mêmes à notre conscience. Et donc c'est pas nous qui les appelons. Alors ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'en fait les mots viennent par eux-mêmes, ils cherchent une bouche où se mettre, comme dit Beckett, et ils se forment dans la bouche et ils sont... et là, en tant que biologiste, je me représente le cerveau comme des milliards de petits vers de terre qui sont dans mon cerveau, donc chacun essaye d'arriver à la conscience. Et là, d'un seul coup, ça remet encore la question de la liberté en jeu et la question du sujet. Et là, il y a une question prédominante et fascinante qui se pose, quoi. Sommes-nous auteurs des mots que nous sommes en train de dire, ou sont-ce les mots qui ont pris de siège un état milieu dans la conscience? Enfin bon, tout ça c'est assez passionnant. Et donc, voilà, et puis ce personnage court, et comme il court, il respire, il a une respiration de plus en plus forte, et ça me permet d'aborder la question de la respiration, qui est pour moi un truc extraordinaire. Pourquoi respire-t-on? Et alors, on respire, oui, pour prendre de l'oxygène. Mais à quoi sert l'oxygène? L'oxygène arrive dans nos cellules pour faire quoi? Et l'oxygène est donc un grand oxydant qui va aspirer tous les électrons pour défaire les molécules de glucose et récupérer l'énergie qui est dans les sucres qu'on a absorbés. Or, ces molécules de glucose, d'où leur viennent cette énergie? Et bien, cette énergie s'est constituée dans les feuilles durant la photosynthèse. Et grâce à qui? Grâce à la lumière qui vient du soleil. Donc, lorsque je parle, je respire ou je rêve, en fait, je ne suis que de la lumière transfigurée. Et d'un seul coup, prendre conscience de cette relation entre le soleil, moi qui parle, et ce que je mange et ma respiration, ça donne une dimension cosmologique au moindre de nos gestes. Et là, c'est quelque chose d'assez fascinant. Et donc, c'est un peu tout ce truc-là que je vais essayer de développer dans cette performance qui est intellectuellement passionnante et que j'espère qu'il le sera autant d'un point de vue de la performance. C'est une forme de déconstruction de ce qu'on fait tous les jours, en fait, parler, se dépasser, manger, respirer, et d'où ça vient, comment est-ce que c'est venu à nous. C'est très intéressant, ça a toujours été intéressant de déconstruire tout. Ouais. C'est ce que font les philosophes depuis super longtemps. Et de comprendre qu'effectivement, nous sommes tenus et soutenus par l'énergie du soleil. Mais la moindre chose, une voiture, c'est grâce à l'essence qui elle-même était des corps qui se sont décomposés, qui ont formé le pétrole, etc. Tout est tenu par l'énergie du soleil. Et donc cette idée qu'effectivement, si un Dieu il y avait, ça serait le soleil, mais ça serait encore mieux que ça. C'est-à-dire c'est le mouvement, c'est un mouvement qui est impulsé dans la matière et partout. Donc la matière est tout sauf inerte. Et là, il y a quelque chose de très beau. Et c'est pas la peine d'aller chercher un Dieu à l'extérieur du monde. Il est déjà là. Il est omniprésent dans la matière. Tout un respect que nous devrions avoir vis-à-vis de la matière, qui est tout sauf inerte, et qui fait qu'il serait temps de commencer à donner un statut juridique aux rivières et aux montagnes. Et ça va être ton travail par l'écologie, pour que nous les protégions, que nous arrêtions de les détruire. Donc vous avez commencé par la peinture, la sculpture. Et après est venue la performance artistique. Pourquoi la performance artistique? Elle est venue vraiment par hasard. J'étais dans mon atelier, je faisais une sculpture comme ça depuis des semaines et j'arrivais pas à y donner la vie. Je sentais qu'elle n'était pas vivante, ça marchait pas. Il y a un moment de désespoir, je me suis dit, bon, tu vas prendre une caméra, tu vas mettre plein d'argile sur toi et tu vas voir, là tu es sûr d'avoir la vie à l'intérieur de la matière. Et tu vas voir ce que ça fait, et pourquoi là ça marche dans ce cas-là, et ça ne marche pas quand tu le faisais avec tes mains.
Et c'était vraiment une petite expérience de laboratoire d'artiste qui est seul dans son atelier en disant bon, je veux comprendre pourquoi j'arrive pas là. Et donc, j'ai encore ce film-là où on me voit prenant ma terre, commençant à la mettre en me disant qu'est-ce que je suis en train de fabriquer, c'est n'importe quoi, mais enfin bon, continue quand même. Et puis, commençant à faire un visage sur ma tête, l'effaçant en faisant un autre, etc., etc. Et quand tout d'un coup, quelques temps après, je regarde sur la caméra, je me dis c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà que apparaissent des visages incroyables à la Francis Bacon ou de type très art primitif, bien plus intéressants que quand je travaille les yeux ouverts, parce que je travaille les yeux fermés quand je suis bien sûr sous l'argile. Et je me suis dit mais comment ça se fait, comment c'est possible? Et en fait, une des réponses, et on l'a encore une fois grâce à la biologie, c'est-à-dire que, en fait, nous sommes en permanence dans la mimésie. Tout dans notre culture et notre éducation nous a amenés à être dans un copier-coller. On ne fait que répéter comme papa, maman, comme nos professeurs, etc. Et donc, quand je fais un visage, si j'avais à faire ton visage, je vais être là comme ça, me dire la tête un peu foncée, les deux yeux là, etc. Donc je commence à faire ton visage sur la toile. Je me recule, je dis ah merde, j'ai mis son œil un peu trop bas. Donc hop, je recale. Et donc en permanence, je suis dans la mimésie, je reproduis ce que je vois photographiquement, ce qui n'a aucun intérêt, sauf techniquement pour apprendre. Or, quand je travaille à l'aveugle, il y a une part de hasard énorme qui arrive. Et grâce à cet hasard, tout d'un coup, je découvre de nouvelles formes. Et je fais de nouvelles tentatives. Et la vie, effectivement, n'a marché que comme ça. On en sera encore au stade des bactéries, s'il n'y avait pas eu de mutation. Donc, grâce au hasard et aux mutations, nous sommes passés de la bactérie au dromadaire et puis ensuite à l'être humain. Et je ne sais pas pourquoi le dromadaire, mais donc, voilà, vive la mutation, vive le hasard. Et il faut absolument introduire du hasard dans la création artistique, et comme partout, sinon on ne fait que reproduire. En politique, on voit bien, on reproduit le même système depuis 40, 50, 60 ans, ce qui n'a aucun intérêt. Et puisqu'on voit qu'on va vers un échec, donc il faut effectivement faire introduire un peu le hasard. En tout cas, en art, c'est une évidence. On va parler de l'arrivée de l'argile dans votre travail. Ouais. Comment est-ce que vous en êtes venu à travailler avec l'argile? Pourquoi est-ce que vous avez choisi principalement cette matière? Je crois qu'il faut trouver son médium et que le médium correspond à comment on pourrait dire? Le médium, c'est un peu le moyen pour toucher le monde, c'est une continuité entre nous et le monde. Et il faut trouver le bon médium. Alors, certains corps vont être très très résistants, très forts. Ils vont travailler avec de la pierre parce qu'ils ont besoin de ce rapport très puissant. D'autres vont travailler plus de façon méniculeuse, etc., avec le métal pour donner une tension, etc., etc. Donc moi, je suis passé par un peu tous ces stades. Et le métal était passionnant parce qu'il donnait une tension, une vivacité aux sculptures. Mais il restait un peu froid, si je peux le dire, dans les deux sens du terme. Et je voulais donner un côté affectif, etc. Donc j'ai commencé à l'enrober d'argile. Et puis après, j'ai découvert quelque chose d'incroyable, c'est que l'argile mélangée à l'herbe a une résistance. Et en fait, c'est très proche, là encore, de la biologie, ce qu'on appelle les cytosquelettes dans une cellule. Vous avez une structure comme ça, tout à fait équivalente à de l'herbe. Donc quand vous prenez de l'herbe comme ceci, ça ne va pas tenir beaucoup. Quand vous prenez de l'argile comme ça, ça ne tient pas bien coup. Mais par contre, si vous mélangez les deux, là, d'un seul coup, vous avez quelque chose qui tient parfaitement. Et c'est ce que font les bactéries avec leur cytosquelette, en fait. Et en plus, c'est mobile, vous voyez. Au début, j'étais dans cette position-là. Hein, ok, puis maintenant, je suis dans cette position-là. Et donc, je conseillerais à tous les jeunes artistes de beaux-arts de laisser tomber leur programme et leur truc, et d'essayer de l'herbe et de la terre, ça ne coûte rien du tout, et c'est 1000 fois plus intéressant. Alors bien sûr, on dira de vous que vous êtes complètement has-been, mais enfin bon, je ne suis pas sûr que ce has-been va durer très longtemps. Mais bon, voilà. Donc tout ça pour dire que ce qu'il y a de fantastique là-dedans, c'est que d'abord, c'est écologique, à la limite, j'en ai rien à faire, mais ce que je veux dire, c'est que c'est agréable aux mains, etc. Ça coûte rien. Et voilà, cette tête-là, je l'ai fait, j'ai démarré à 10h, il est 11h30, elle est déjà quasiment finie. Et on a déjà une certaine présence qui apparaît là.
Si je commence à lui donner un peu plus la vie là, et ben ça va devenir encore plus évident, donc il faut le faire parler, parce que le problème de la matière, c'est qu'elle ne parle pas forcément. Alors il faut la faire parler, et pour la faire parler, il faut lui donner de la chaleur. C'est le soleil, ça encore. C'est l'énergie du soleil, donc on fait marcher la matière comme ça, on lui met un peu de truc pour lui donner une belle couleur. Et là, vous voyez, il commence à parler, il est là, il parle un petit peu, on invoque des esprits, on peut même jouer avec le truc. Enfin, il y a un truc très excitant qui se passe, il devient tout chaud, on est vraiment comme dans la vie, et là, vous voyez, il parle, là, tout d'un coup, il commence à dire des choses, etc. Donc, voilà, c'est très excitant, on se raconte des histoires, et puis on est... c'est peut-être mon amour de l'Afrique, ou je ne sais pas trop encore qui fait ça, mais il y a déjà par la matière une présence qui se rapproche énormément du corps. C'est mou, c'est chaud, enfin il y a quelque chose qui moi me plaît énormément dans cette matière. Donc vous pratiquez des masterclass et des workshops. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les concepts et les étapes à suivre ? C'est-à-dire que faisant ma performance en figuration un peu partout dans le monde, ça a forcément intrigué des gens, et les gens ont voulu savoir comment je faisais pour manipuler cette argile, etc., etc. Et donc on m'a proposé des workshops, puis j'ai commencé à en donner. Effectivement, c'est une initiation à la terre, et comment la terre, lorsqu'elle commence à vous recouvrir le visage et le corps entier, transforme le corps aussi de l'intérieur. C'est-à-dire qu'un masque, c'est un amplificateur de présence. C'est quelque chose qu'on connaît très bien dans le masque, dans le carnaval, etc. Et là, la grande trouvaille, si je puis dire, de mon affaire, c'est que le masque que je propose, c'est un masque mobile, mouvant, pas un masque rigide. Et ce masque-là, en plus, va évoluer en fonction de votre état mental, psychologique. Et vous pouvez exprimer ce que vous ressentez de l'intérieur par le masque. De même que je peux montrer les dents ou rire, etc., suivant mon humeur, et bien là, pareil, je peux me faire un nez de cochon, une bouche de chien qui hurle, etc., etc. Donc il y a quelque chose de très impressionnant. Et en plus, on travaille à l'aveugle, donc on rentre dans un état un peu second. C'est quelque chose de très intéressant, et donc c'est ça que j'ai développé un petit peu partout. Et puis après, bien sûr, on peut travailler à plusieurs, c'est-à-dire que je peux être avec un autre corps, je peux être avec un autre corps qui est là avec moi, et puis je commence à mettre de l'argile entre lui et moi, et puis il se casse quelque chose, etc. Je peux produire des hybridations de ma tête, de mon ventre, etc., etc. Donc c'est... à partir de là, bien sûr, se constitue déjà l'embryon d'une chorégraphie et de plein de choses comme ça. Et alors, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est cette arrivée de la matière sur scène, parce que la matière, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas totalement, jamais, comme les animaux. Quand vous faites arriver des animaux sur scène, vous êtes sûr qu'il y a la vie, parce qu'il y a quelque chose qu'on ne contrôle pas. Et la matière, c'est pareil. Et donc, on est sûr qu'il y a la vie qui arrive sur scène, parce qu'il va y avoir des ratés, il va y avoir du hasard, etc., etc. Donc c'est tout ça qui est très intéressant. C'est pour ça que j'ai été appelé par des gens, par exemple Gareth Pugh, qui est un type dans la mode vraiment très très, quoi, à Londres, vraiment qu'on considère comme un des types les plus en avant. Il m'a appelé pour faire la Fashion Week, l'ouverture de la Fashion Week il y a maintenant, je ne sais plus, 3, 4 ans, 5 ans. À Londres, parce que pour lui, ce travail de surmodelage du corps et de la tête et du corps avec de l'argile, pour lui c'est le premier des habits. Et pareil, c'est une évidence. Et donc on a démarré là-dessus. Donc là, moi je me suis dit, ah oui, c'est un habit aussi. J'y avais pas pensé, etc. Et puis après, d'autres réalisateurs m'ont appelé
dans des films, etc. Parce qu'effectivement, j'avais la capacité tout d'un coup de transformer mon visage et d'arriver à quelque chose. Quand vous voyez tous les films de zombies, etc., où le moindre maquillage va prendre 5-6 heures et demande des résines, et ensuite c'est un temps très long pour dire. Alors que moi, avec mon argile, en 2 minutes, je fais ça. Et donc, effectivement, ça ouvre des perspectives incroyables. Donc c'était vous qui avez fait le modelage dans Discarnaté, le sorte de monstre. C'est moi qui suis le monstre. Oui, c'est ça, c'est vous. Hein. Ouais, ouais. Est-ce que vous avez des projets en tête pour le futur? Vous nous avez parlé de la suite. Respire, voilà, Respire. Le principal projet là, sur lequel je suis à démarrer, avec donc deux assistants son, deux musiciens et puis un vidéaste qui va tourner autour de moi avec sa caméra, reproduire des images en découpé sur le fond d'écran un peu à la façon de Muybridge, et puis Antoine qui lui s'occupe de tout ce qui est partie lumière, etc. Ça, c'est un projet qui va s'étaler sur toute l'année prochaine, qui devrait avoir une première représentation soit en 2023, en mars 2023 à la scène nationale de Saint-Nazaire. Non, moi je peux que dire des banalités, c'est-à-dire qu'il faut essayer dans sa vie de faire quelque chose qui effectivement vous donne une énergie chaque matin pour continuer et une envie de se battre. Et pour ça, il faut être amoureux de son travail. Alors comment être amoureux de son travail? Eh bien, il faut se convaincre que tout le monde a le droit de faire quelque chose qui le passionne. Et pour ça, il faut chercher au plus profond de soi qu'est-ce qui ne va pas et quelle est l'énigme qu'on a envie de résoudre. Et à partir de là, se dire, bon, ben voilà l'énigme que j'ai en moi, et comment tenter de la résoudre, et ben, par tel et tel médium. Ça peut être de construire des maisons, ça peut être de faire de la musique, ça peut être ce que vous voulez, hein, mais à partir de là, il faut jouer là-dessus, quoi. Sur une cicatrice originelle, ontologique qui nous détermine, et puis essayer de la réparer et en faire une passion. Je ne sais pas si c'est très compréhensible. Si. C'est très intéressant et très compréhensible, cette petite image. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup.